Bonjour à toutes, à tous, bienvenue. Bienvenue sous le soleil Picard. C'était pas gagné. On en a rêvé tout l'hiver. On l'a fait pour vous. Donc, je me présente une petite seconde. Je ne vais pas vous embêter longtemps. Vu le programme, les échanges risquent d'être riches et passionnants. Je suis Anne Langelier et donc je suis directrice générale adjointe ici au CHU d'Amiens. J'ai l'honneur de représenter le directeur général qui ne pouvait pas être là avec vous ce matin. Et comme j'ai plaisir à le dire, je le remercie de ne pas être là, parce que s'il n'était pas là, je ne le serais pas. Donc bienvenue sous le soleil Picard, bienvenue pour cette journée interrégionale. On a la chance peut-être d'être finalement géographiquement placé pour permettre et aux Canets et aux Lillois d'être parmi nous. Effectivement, de temps en temps, on essaye de trouver un... Voilà, ça se joue souvent entre Rouen et Amiens, l'un ou l'autre, effectivement, pour que ceux qui sont à un bout ou à l'autre du G4 aient un petit peu moins de trajet que de tout traverser. C'est cette deuxième journée, mais c'est la première. Oh, l'année dernière, on s'était quand même déjà vu sur un autre. C'était régional l'année dernière. Ok, donc là, on a invité la Normandie à venir avec nous. C'est merveilleux. Donc effectivement, première journée, mais première peut-être d'une longue série. C'est pas les sujets qui vont manquer. Sur ces personnes âgées et puis donc toutes les pathologies à la frontière entre effectivement la personne âgée, la partie psychiatrique, neurologique, gériatrique de la personne âgée dans son ensemble. Quand j'ai regardé effectivement le programme, je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses assez variées, riches, qui peuvent justement permettre à chacune et à chacun d'y trouver son compte. Et pour avoir été également personnellement touchée, alors pas moi propre, mais dans la famille, effectivement, par ce type de pathologie que vous allez voir aujourd'hui, je me dis que c'est merveilleux, voilà, je le dis avec simplicité, je dis que c'est merveilleux d'avoir effectivement autant de monde aujourd'hui, et peut-être un peu à distance aussi, on verra combien se connecte, mais c'est merveilleux qu'il y ait autant de monde pour effectivement partager ces sujets complexes, parfois sujets douloureux pour les familles. On pense souvent aux patients et moi j'aime aussi penser aux aidants. Voilà, donc je suis assez heureuse que ces sujets puissent arriver ici, à la fois par la typologie des sujets et puis la manière dont ils sont traités, là aussi en inter-G4 ou en intra-G4, voilà. Pour que chacun puisse apporter aussi un petit peu d'expertise, un éclairage particulier, et puis que chacun y trouve quelque chose de plus pour son quotidien et ramener chez soi demain, et partager dans vos équipes à vous ensuite. Voilà, je vous souhaite donc une journée très, très riche. Vous êtes bienvenus ici, n'hésitez pas à revenir. Ce sera un plaisir. Belle journée à tous, à toutes, et très bons échanges. Donc, nous allons passer la parole à Monsieur Chevalet de l'ARS. Merci beaucoup. Merci pour ce petit mot d'accueil et d'introduction. Bonjour à tous et à toutes. Commencez par excuser l'absence de notre directeur général Hugo Gilardi qui devait être présent aujourd'hui, mais qui malheureusement était pris par d'autres contraintes. Vraiment, merci beaucoup pour cette invitation et pour cette proposition d'introduire cette journée. Vous l'avez dit, hein, madame, avec simplicité, sincérité et aussi beaucoup de justesse. Les sujets sont au cœur de nos préoccupations, peut-être encore plus au cœur de vos préoccupations, puisqu'on m'a dit que parmi les participants aujourd'hui en présence et à distance, nombre d'entre vous êtes des praticiens du quotidien. Vous savez combien ces sujets nous occupent, nous préoccupent et combien il est nécessaire d'avancer pour nous outiller, avoir des éclairages, des repères et nous permettre main dans la main d'avancer
pour répondre à ces différentes problématiques où parfois il est bien complexe de pouvoir y répondre seul. Vous avez choisi dans le thème de votre journée d'introduire et d'y mettre le mot frontière. Je crois que c'est un mot qu'on va utiliser beaucoup aujourd'hui avec l'idée de dépasser ces frontières. Vous avez aussi insisté sur le caractère interrégional à la fois du CR3PA et de cette journée. Et vraiment, je tiens à souligner l'importance qu'on accorde à cette dimension-là. Et à l'heure où les frontières me paraissent nombreuses et s'ériger dans bien des endroits et parfois là où on ne s'y attend pas, avoir cette approche qui permet de travailler encore une fois en décloisonnant les découpages administratifs, les découpages disciplinaires, je pense que c'est un très bon signal qui est envoyé. C'est la direction que nous devons prendre collectivement. Le CR3PA est un centre qui est encore jeune puisqu'il a été créé en 2024. 2021, pardon. Je voulais vous féliciter de déjà organiser cette journée interrégionale avec ce jeune âge. Alors je sais aussi que la dynamique de collaboration interrégionale, elle, existe depuis bien plus longtemps, puisqu'on m'indiquait que depuis 2001, le G4 avait déjà commencé des initiatives de collaboration et de travail ensemble. Aujourd'hui, vous êtes des professionnels de santé du secteur libéral, sanitaire et médico-social, intervenant auprès des personnes âgées. Je vais faire assez court. L'idée, c'est vraiment de laisser la parole aux experts et de pouvoir vous apporter tout ce que vous venez chercher aujourd'hui. Mais quelques données qui me semblaient fondamentales et qui sont partagées par l'Organisation mondiale de la santé. La proportion de personnes de plus de 60 ans va doubler entre 2015 et 2050. On va passer de 12 à 22%. 15% des adultes âgés de 60 ans et plus souffrent d'un trouble mental. Et la dépression, notamment, on sait que c'est un trouble qui est à la fois sous-diagnostiqué et insuffisamment traité. On considère que le nombre de personnes atteintes de démence dans le monde est aujourd'hui d'environ 50 millions. On devrait passer à 82 millions en 2030 et 152 millions en 2050. Au-delà de ces chiffres qui donnent des tendances massives, ce qui nous importe, c'est évidemment les réponses qu'on peut essayer de construire socialement, sociétalement, professionnellement par rapport à ces situations qui se multiplient et qui vont continuer à se multiplier. En 2018, une stratégie nationale de santé avait été partagée sur le territoire français avec 4 grands axes que je rappelle. Organiser au niveau régional une fonction ressources et appui, poursuivre l'amélioration des connaissances, diffuser sur un site dédié des bonnes pratiques et améliorer l'accompagnement médico-social, tout ça au bénéfice des personnes âgées présentant des troubles liés à la psychogériatrie. Force est de constater qu'avec vos actions, avec cette journée, avec votre site internet, le CR3PA, vos missions coïncident avec ces objectifs. Donc merci d'être au rendez-vous. Je dois vous dire aussi, un petit peu sous forme de clin d'œil un peu plus personnel, enfin clin d'œil, plutôt référence, en tant que directeur de l'offre médico-sociale au sein de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, il ne se passe pas une semaine sans qu'on soit sollicité sur des situations problématiques liées aux thématiques qui vous occupent et qui vous préoccupent aujourd'hui. J'avais repris 3 thématiques principales sur lesquelles nous sommes sollicités et parfois, en toute modestie et en toute humilité, il nous est bien difficile de répondre. Alors, on trouve des pistes, mais on arrive à ne les construire que de manière pluridisciplinaire et en mettant plusieurs acteurs autour de la table. Donc 3 thématiques principales, la vie intime et sexuelle des personnes âgées, qu'on appréhende trop souvent sous l'angle des troubles et des agressions sexuelles. Mais on en dira certainement un petit peu plus tout à l'heure en creusant le sujet. Le sujet est heureusement, et j'ai envie de dire, plus large. Il y a aussi la question de l'accès à une vie intime, affective et sexuelle tout simplement épanouie, notamment dans des milieux institutionnels, mais pas que. On est également régulièrement sollicité, vous savez, au niveau de l'Agence régionale de santé, on reçoit les événements indésirables graves associés aux soins. On reçoit également les réclamations, les signalements qui peuvent être rédigés et remontés par les familles ou par les professionnels que vous êtes. Et nous avons beaucoup d'inquiétudes des familles sur l'impact des psychotropes sur leurs proches, beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations sur les éventuels effets iatrogéniques. Et enfin, un dernier point qui nous occupe également beaucoup, c'est la prévention et la gestion du suicide ou du risque suicidaire.
Cette journée, je l'espère et je le pense, va répondre à des attentes fortes, en partie avec ces thématiques. Je veux remercier, je les ai cités, les représentants du G4 qui réunit les CHU d'Amiens, de Caen, de Lille et de Rouen. Merci pour cette initiative. J'ai parlé de l'importance de casser les frontières et de travailler sur cet aspect interrégional, donc je ne reviens pas dessus. Mais c'est aussi dans cet esprit que je passe la parole à ma collègue de l'ARS Normandie en soulignant que finalement, les dossiers, les sujets, les chantiers sur lesquels nous amenons des financements et une volonté commune d'avancer ne sont pas si nombreux. Et je pense que le CR3PA peut nous inspirer dans cette manière de travailler ensemble. Merci beaucoup. Bonjour Charlie, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas être parmi vous aujourd'hui en présentiel, mais je suis très heureuse d'être tout de même connectée pour vous dire un mot et pour suivre vos échanges. Donc, comme vous le savez, la Normandie se caractérise par un vieillissement important de sa population. Les projections INSEE prévoient une forte augmentation des plus de 65 ans qui représenteront en Normandie presque un tiers de la population à horizon 2050. Donc, Charlie évoquait un quart pour la France entière, on serait à un tiers pour la Normandie. Donc évidemment, cette évolution va entraîner une majoration de certaines pathologies liées à l'âge, c'est évident, avec des enjeux forts en termes de prévention et de gestion des problèmes de santé mentale ou de maladies neurodégénératives. La Normandie a également de mauvais indicateurs concernant le taux de suicide et les hospitalisations suite à tentatives de suicide. Et malheureusement, nous sommes la région hexagonale avec le plus haut taux de suicide des plus de 75 ans. Mais, heureusement, l'ARS Normandie peut compter sur des professionnels efficaces, dynamiques et impliqués dans la prise en charge et dans l'accompagnement du sujet âgé. Et elle peut, avec l'ARS Hauts-de-France, se prévaloir d'avoir une structure innovante et originale, le CR3PA, de très haut niveau. Merci encore au G4 et merci à la coordinatrice infatigable du centre, Lucille. Alors pourquoi je dis infatigable? Parce qu'il en faut de l'énergie pour mener à bien les nombreuses missions et conduire les projets qui nous rassemblent. Évidemment, la structuration du parcours des personnes âgées, que ce soit à domicile, en établissement, en ville, dans le secteur sanitaire ou dans le secteur médico-social, que ce soit l'outillage ou l'étayage des professionnels, notamment dans les EHPAD, mais pas uniquement, pour mieux répondre aux besoins et aux souhaits des personnes, et puis aussi la promotion de la recherche et de l'innovation, qui constitue un enjeu majeur. Donc l'intitulé de cette journée interrégionale résume bien toute la plus-value du CR3PA aux frontières des différentes disciplines, des difficultés diagnostiques à l'organisation des parcours. Et donc sans plus attendre, je vais vous laisser entrer dans le vif du sujet en vous remerciant encore tous de votre mobilisation. Merci à tous. Bonjour déjà. Merci à tous pour votre présence. Merci pour ces mots introductifs qui, je pense, ont vraiment posé le contexte sur ce qu'on espère et ce qu'on attend de cette journée. Donc j'espère qu'on sera au rendez-vous pour vous. Alors vous dans la salle et vous qui êtes assez nombreux aussi, si j'ai bien compris, en visioconférence. On ne voulait pas prendre la parole très longtemps, mais c'était juste pour vous redonner quelques indications logistiques pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont arrivés plus tard ou qui n'ont pas entendu, on vous a mis à disposition un QR code que vous pourrez scanner tout au long de la journée, qui est là sur le diaporama, mais qui est aussi imprimé soit dans l'entrée, avant les portes de l'amphithéâtre ou dans l'amphithéâtre, et qui vous donne accès à 3 questionnaires. Le premier, j'en ai parlé quand vous êtes venus émarger, mais c'est un questionnaire juste pour nous donner 2-3 petites informations sur le département sur lequel vous travaillez et votre profession. J'invite également les gens en ligne à participer aussi à ce questionnaire. Et surtout, ce qu'on voulait vous dire maintenant, c'est qu'on a la chance d'avoir 3 équipes, Le Havre, Dunkerque et Amiens, qui nous ont proposé des posters que vous pourrez retrouver sur le couloir d'accueil juste avant d'entrer dans l'amphithéâtre. N'hésitez pas à aller les regarder, ils ont tous travaillé vraiment pour ces posters. Et via le QR code, vous pouvez voter pour votre poster préféré. Et le poster vainqueur aura la chance, à la fin de la journée, de venir vous présenter en quelques mots son travail et surtout aura la chance de se voir remettre un lot d'une grande valeur gourmande, on va dire. J'ai un peu spoilé la fin. Je crois qu'on ne va pas prendre la parole plus longtemps.
on va laisser notre première table ronde s'installer et je n'en dis pas plus parce que je crois qu'elle va vous être présentée par notre modérateur qui est aussi notre médecin référent sur l'antenne Hauts-de-France du CR3PA. Jean, je te laisse la parole. Je vais demander aux deux orateurs de me rejoindre. Merci beaucoup pour cette introduction. C'est la première journée interrégionale et effectivement j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais c'était déjà beaucoup de boulot et félicitations à nos deux référents de région pour la qualité de ce travail de préparation. Je ne vais pas être très long, je vais juste vous expliquer un petit peu la logique de ce choix. On a parlé de frontières. Les frontières, elles sont au niveau administratif, au niveau médical, mais du coup, le patient, la famille, elle va en pâtir. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a des troubles qui sont à la fois de l'ordre du somatique, de la gériatrie, de la neurologie et de la psychiatrie, qui les prend en charge. Les structures spécialisées sont très rares ou inexistantes. Les personnels médicaux et paramédicaux formés sont plutôt rares. Alors qu'on a vu tout à l'heure que les chiffres vont vraiment sur une augmentation significative dans les années à venir et que toutes les familles françaises, statistiquement, seront touchées. D'accord ? Donc l'idée, c'est au travers de ces sensibilisations, de ce centre ressources, de pouvoir apporter en fait des mini-connaissances ou des débuts de connaissances ou envie d'aller plus loin après au travers des vidéocapsules qui sont développées sur le site. Sur le site du CR3PA, vous aurez des éléments comme ça. Ce qui aujourd'hui va être enregistré sera à disposition également. Voilà, donc il y a une volonté de transmettre et aussi de partager votre expérience et notre expérience pour aller plus loin. Je vais arrêter là pour l'introduction. Donc, en tant que modérateur, je vais vous présenter en fait ce qu'on a choisi comme premier thème. Le thème, c'est, vous connaissez probablement tout ce qui est MCI. MCI, c'est les troubles cognitifs légers, mais qui se présentent sur un mode cognitif, c'est-à-dire troubles de mémoire, troubles du langage, choses comme ça. Depuis quelques années, il y a un terme qui commence à se développer, qui est le MBI, B pour behavior, comportement. Donc c'est des troubles de comportement légers. Donc c'est des gens qui commencent en fait les troubles cognitifs via une entrée comportementale. Ça peut être dans la maladie d'Alzheimer, ça peut être dans les maladies frontotemporales, ça peut être dans un certain nombre de pathologies, mais là on a décidé de traiter aujourd'hui des pathologies type maladie à corps de Lewy, maladie Parkinson ou autres syndromes parkinsoniens, mais on en parlera probablement un peu moins parce qu'ils sont plus rares, qui vont avoir une entrée d'allure psychiatrique tout en restant une pathologie neurologique. Et c'est des pathologies donc, qui sont... Les gens sont encore autonomes, mais ils ont des troubles du comportement. Pour ça, on a demandé à Benoît Schor, qui est psychiatre de la personne âgée à Strasbourg, de pouvoir parler de son expérience et l'expérience de l'équipe de Frédéric Blanc. L'équipe de Strasbourg est très spécialisée dans les maladies à corps de Lewy. Ils en voient partout, comme on dit. Non, je plaisante bien sûr, mais ils ont une expérience en fait française qui est très reconnue. C'est pour ça qu'on a demandé à Benoît de pouvoir présenter ça. Et un grand merci de s'être déplacé jusqu'à Amiens et d'avoir découvert qu'il y avait des canaux aussi à Amiens. Et puis on a demandé au professeur Olivier Godefroy en fait, de compléter après par une vignette clinique qui permettra d'illustrer les propos de Benoît. Et on propose que la partie questions se fasse après ces deux interventions. Donc il y aura 20-30 minutes, une vingtaine de minutes pardon, de possibilités de questions, aussi bien pour ceux qui sont dans la salle que ceux qui sont en distanciel. C'est prévu comme ça. Voilà, donc je te donne la parole. Benoît, merci encore d'être présent. Merci beaucoup Jean pour cette introduction et merci pour l'invitation. Encore une fois, très heureux d'être ici à Amiens et puis de découvrir d'autres façons de faire de la psychiatrie de la personne âgée. Juste, je peux faire passer mon diapo du coup avec ça, j'imagine ?
Ok, et pour l'arrière, c'est là, très bien. Oui, donc je suis le docteur Benoît Chor et je vais vous parler de syndrome parkinsonien aujourd'hui. On va très vite poser quelques définitions ensemble. Le syndrome parkinsonien, vous savez peut-être ce que c'est. Il s'agit d'une triade clinique qui est définie par un tremblement, généralement un tremblement de repos, une rigidité, dite parkinsonienne, plastique, un peu constante lorsqu'on mobilise les malades, et un symptôme qui s'appelle l'akinésie, c'est une lenteur à l'initiation du mouvement. Et toute l'idée de mon propos d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer que si on a invité un psychiatre pour vous parler de syndrome parkinsonien, a priori, la distinction entre neurologie et psychiatrie a plus trop de sens. Et particulièrement dans ce domaine-là, elle en a pas trop. On verra. La première chose, c'est qu'il convient bien de distinguer syndrome parkinsonien de maladie de Parkinson, puisque le syndrome a été nommé après la maladie, mais c'est pas du tout la même chose. Le syndrome, c'est ce qu'on observe cliniquement, la maladie, c'est la cause. Et il peut y en avoir plein d'autres, des causes de syndrome parkinsonien. Elles ont toutes en commun de venir altérer les zones impliquées dans le mouvement involontaire, d'une certaine façon. Et donc c'est important de garder ça à l'esprit, puisqu'il y a plein de causes de syndrome parkinsonien, parmi elles la maladie de Parkinson, mais aussi des causes dites de syndrome parkinsonien atypiques ou des causes secondaires. Et dans ces causes dites atypiques, en fait, on retrouve d'autres maladies neuroévolutives ou neurodégénératives, selon le nom, dont la maladie à corps de Lévy en premier. Okay, et c'est des formes dites atypiques de maladie de Parkinson. Parmi elles, on retrouve d'autres noms, peut-être que vous connaissez, l'atrophie multisystématisée, les paralysies supranucléaires progressives, les dégénérescences cortico-basales. C'est tout un ensemble de maladies qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui parce qu'on va avoir beaucoup à faire en se concentrant juste sur la maladie de Parkinson et la maladie à corps de Lévy. Et évidemment, quand on est face à un syndrome parkinsonien, on doit éliminer aussi des causes secondaires, notamment les médicaments. Et vous savez que les psychiatres prescrivent beaucoup de neuroleptiques ou d'antipsychotiques qui peuvent être à l'origine de syndrome parkinsonien médicamenteux, donc c'est notamment une des causes à éliminer. Ce qu'il y a de particulier avec la maladie de Parkinson, c'est qu'on se la représente comme quelque chose de très moteur, donc des patients qui tremblent, qui ont des mouvements anormaux. Mais en fait, au moins 80% d'entre eux vont évoluer vers un état qu'on qualifierait de démence, ou en tout cas de troubles cognitifs associés à la maladie de Parkinson. Et dans certains cas, cette maladie-là, elle ressemble tellement à la maladie à corps de Lévy que pour certains auteurs, c'est un peu la même chose, répartie sur le même spectre. On appellerait ça des pathologies comportant des corps de Lévy, et ces pathologies, elles peuvent être à un stade prodromal des troubles cognitifs, ou bien un stade dit démentiel, donc les troubles cognitifs deviennent majeurs. Et donc c'est un vrai débat dans la littérature qu'on ne va pas trancher aujourd'hui, mais vous verrez que dans mon discours, je vais souvent faire référence au LBD, c'est les Lewy Body Diseases, donc maladies associées à des corps de Lévy, et quand je dis ça, ça veut dire que je parle des deux le long du spectre, d'accord ? Je vous ai mis une petite métaphore pour ça, c'est pas forcément la bonne, hein. À la base c'est la métaphore de l'éléphant et des 6 aveugles, donc ces 6 aveugles qui essayent de décrire un éléphant, et forcément vu qu'ils touchent des parties de l'éléphant différentes, il faut décrire des trucs différents. Alors elle marche pas très bien parce que là il faudrait se représenter qu'on va avoir pas des aveugles mais des gens qui vont enfiler des paires de lunettes différentes. C'est-à-dire que si notre éléphant c'est les LBD, si on demande à un neurologue spécialisé en mouvements anormaux d'aller regarder notre patient LBD, il va avoir des mouvements anormaux. Si on demande à notre cognitiviste, qu'il soit psychiatre ou neurologue, il va aller voir des troubles cognitifs, etc. etc. Vous m'avez compris, on va décrire ce qu'on connaît, et j'ai l'impression que c'est un peu ça dans les LBD, c'est qu'on se concentre sur ce qu'on connaît, alors que c'est des pathologies qui sont très très protéiformes, qui peuvent se manifester par plein de signes cliniques différents. Pour qu'on se comprenne bien, une dernière définition, trouble cognitif majeur, c'est le nouveau terme pour remplacer démence. C'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'on a des troubles cognitifs qui ont un retentissement sur mon fonctionnement, donc sur la manière dont je vis ma vie habituelle, et qui ne sont pas en lien avec quelque chose d'aigu. Ces troubles cognitifs majeurs, ils sont la plupart du temps en lien avec des pathologies neuroévolutives comme la maladie d'Alzheimer, mais ce n'est pas exclusivement le cas. Typiquement, si j'ai un gros traumatisme crânien, je peux avoir un trouble cognitif majeur, mais ce n'est pas une maladie neuroévolutive. En France, les troubles cognitifs majeurs touchent 1,2 million de personnes et ils ont la sale tendance à survenir ensemble. C'est-à-dire que les copathologies sont une règle plutôt qu'une exception en cognition. Donc on peut très bien avoir une maladie d'Alzheimer et en même temps une maladie à corps de Lévy, c'est pas du tout exceptionnel en fait. Ça concernerait au minimum 20% des patients avec maladie à corps de Lévy. Je vous propose qu'on se recentre donc sur notre sujet, maladie à corps de Lévy, maladie de Parkinson. Ok, comment on fait le distinguo entre les deux ?
eh ben, il y a une règle un peu arbitraire qui est celle des 1 an. C'est-à-dire que si pendant 1 an, je vois un patient qui a uniquement des symptômes moteurs et pas vraiment d'autres symptômes qui rentreraient dans le cadre d'une maladie à corps de Lévy, je vais dire que c'est une maladie de Parkinson. Par contre, si dès le début, j'ai des troubles cognitifs ou d'autres choses qui peuvent faire évoquer une maladie à corps de Lévy, c'est une maladie à corps de Lévy. Mais encore une fois, on a vu que c'est tout à fait relatif et que pour certains auteurs, il s'agit simplement d'un spectre et ces deux phénotypes-là seraient les deux extrémités de ce spectre. Ces maladies, elles ont en commun une lésion, c'est le corps de Lévy. Le corps de Lévy, c'est des inclusions de protéines anormales intraneuronales, dont notamment l'alpha-synucléine. L'alpha-synucléine, c'est une protéine que tout le monde a, mais chez les patients avec LBD, elle va être mal conformée, cette protéine. Et elle se répand, cette protéine, selon un mécanisme un peu prion-like. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais en gros, les protéines anormalement conformées vont venir contaminer d'autres protéines qui sont, elles, bien conformées, et à leur tour, elles vont mal se conformer. Okay, et donc la maladie progresse comme ça, très lentement, et fait dysfonctionner, puis les neurones s'apoptosent à certains endroits. La maladie de Parkinson, classiquement, on dit qu'il s'agit d'une perte des neurones dopaminergiques de la voie nigrostriée, donc au niveau de la substance noire. Ça, c'est un peu la physiopathologie classique. Sauf que quand on est à ce stade-là, ça veut dire que mes corps de Lévy se sont déjà beaucoup accumulés dans d'autres structures cérébrales et ils sont remontés le long du tronc cérébral en passant par le noyau dorsal moteur du vague, par le locus coeruleus, etc. Et ils sont aussi en périphérie, ces corps de Lévy, c'est-à-dire qu'on va en retrouver dans la peau, on va en retrouver dans le cœur, on va en retrouver dans les intestins, et c'est ce qui pourrait potentiellement expliquer tout un tas de symptômes qu'on retrouve dans nos LBD, dans nos maladies associées à corps de Lévy. Pour simplifier les choses, en gros, on pourrait dire que la maladie de Parkinson se caractérise surtout par l'accumulation de corps de Lévy à un niveau nigrostrié, donc au niveau des voies qui régissent le mouvement, tandis que la maladie à corps de Lévy se caractérise par l'accumulation de ces corps-là à un niveau cortical, au niveau de l'amygdale aussi, donnant essentiellement des symptômes cognitifs et psychiatriques. Et pour compliquer encore les choses, puisque c'est pas assez compliqué comme ça, dans la maladie à corps de Lévy, on retrouve aussi l'accumulation de protéines bêta-amyloïdes, donc la protéine anormale qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. Okay, et il semblerait donc que les deux protéines participent à développer cette pathologie à corps de Lévy. Et plus ma charge amyloïde est importante, plus je vais avoir une présentation cognitive de ces maladies. Voilà, je m'arrête là pour pas vous embrouiller plus, mais il y a plein de débats très intéressants là-dessus et certains auteurs proposent même de complètement oublier l'approche par phénotype très clinique qu'on a pour se focaliser uniquement sur quelle protéine anormale je retrouve chez mon patient. Reprenons un peu de clinique avant d'en venir à la psychiatrie. Ma maladie de Parkinson, donc, lorsque je la vois à un stade moteur, en fait, elle évolue depuis au moins 10 ans. C'est ce qu'on appelle le stade prodromal. Donc pendant les lésions s'accumulent et je n'ai pas encore de symptômes. Ces symptômes prodromaux, il peut y en avoir plein. Ils ne sont pas très spécifiques. C'est de la constipation, c'est des troubles du sommeil, des sueurs, des douleurs un peu bizarres. Ça peut se prolonger comme ça. Ensuite, je vais avoir des signes moteurs qu'on a déjà un peu décrits et ça dure généralement 10 ans avant que j'ai des signes cognitifs ou des signes, des idées délirantes, des signes psychiatriques. La maladie à corps de Lévy, l'évolution est un peu similaire, sauf que la phase d'état est, elle, plutôt cognitive plutôt que motrice. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on regarde ou ce qu'on recherche. Ça, c'est important. Un stade d'état, donc la maladie de Parkinson, va être caractérisée par les tremblements dont je vous parlais, généralement plutôt asymétriques, un tremblement de repos ample, lent, une akinésie et une rigidité qu'on qualifierait de plastique. Normalement, la maladie de Parkinson répond très bien au traitement dopaminergique, ce qui n'est pas forcément le cas de la maladie à corps de Lévy, et elle n'est pas censée évoluer non plus très rapidement, cette maladie. C'est comme ça qu'on peut faire ce diagnostic. Important, le diagnostic de la maladie de Parkinson, il est entièrement clinique. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'examen complémentaire pour poser le diagnostic de cette maladie. Ouais, c'est important. On a aussi des symptômes non moteurs, dont on va parler un peu plus loin, qui sont la dépression, l'anxiété. Ça peut être des symptômes psychotiques mineurs, ça peut être de la constipation, ça peut être de la sueur, certains troubles du sommeil, etc., etc.
ce qu'on va qualifier de démence parkinsonienne. Il s'agit simplement d'une maladie de Parkinson antérieure et de troubles cognitifs surrajoutés. Okay. Encore une fois, c'est que j'avais déjà un diagnostic de maladie de Parkinson et que ça a évolué vers un trouble cognitif majeur. Et cette démence parkinsonienne, elle ressemble à s'y méprendre à la maladie à corps de Lévy, dont on va voir tout de suite les critères. On l'a vu, la porte d'entrée, elle est cognitive pour la maladie à corps de Lévy, c'est-à-dire que c'est un trouble cognitif majeur. Il doit y avoir ce critère pour les maladies à corps de Lévy au stade de trouble cognitif, mais on peut aussi avoir une plainte ou bien un trouble cognitif léger quand on vient un peu plus tôt. Et les critères principaux sont les suivants, sont des hallucinations, généralement visuelles, ça c'est le critère principal. Un syndrome parkinsonien qui cette fois va être plutôt sur un mode rigide mais pas très tremblant. Les patients avec maladie à corps de Lévy sont rarement très tremblants. Et on va avoir deux autres critères. Un critère qui est central sont les fluctuations. Nos malades à corps de Lévy, ils fluctuent, c'est-à-dire que d'un moment à l'autre, leur état peut varier. Et ça peut être très très déroutant pour les aidants ou les équipes parce qu'on va se dire le matin, on arrive à communiquer, il est orienté, il me reconnaît. L'après-midi, il va être extrêmement halluciné, je ne vais plus pouvoir communiquer, la pensée va être incohérente. Et ces fluctuations-là, elles sont vraiment typiques de ces malades. Derniers symptômes sont les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Vous connaissez certainement cette phase du sommeil où on dit qu'elle est très associée au rêve et elle est dite paradoxale parce que quand j'enregistre le cerveau, je vois qu'il y a une activité très importante mais la personne est paralysée, elle ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle l'atonie en sommeil paradoxal. Et les troubles du comportement en sommeil paradoxal, c'est la levée de cette atonie en sommeil paradoxal. Donc le patient va se mettre à vivre ses rêves, littéralement. Si je rêve que je boxe, le patient va se mettre à boxer. Vous pouvez imaginer que pour le ou la partenaire de lit, ça peut être très difficile, et ça peut inclure des coups, etc. Et donc il faut pouvoir le rechercher. On a encore d'autres symptômes sur lesquels on ne s'attardera pas, type de dysautonomie, troubles tensionnels, troubles sensoriels et des symptômes psychiatriques dont on va parler. Les critères de maladie à corps de Lévy donc, ne sont pas seulement cliniques, ils incluent aussi des biomarqueurs dont on peut se servir. Je vais vous en dire un mot rapide. C'est des examens que vous avez peut-être déjà vus, le DaTscan notamment. Le DaTscan, c'est une scintigraphie cérébrale qui vient évaluer les neurones présynaptiques au niveau du striatum. Et lorsqu'il marque moins ce DaTscan, ça peut être le signe que j'ai une maladie à corps de Lévy, une maladie de Parkinson. Le problème, c'est qu'il n'est pas systématiquement positif dans la maladie à corps de Lévy, et donc ce n'est pas forcément un examen très très rentable. Son indication, c'est vraiment différencier une personne qui a un syndrome parkinsonien dit iatrogène, donc en lien avec les neuroleptiques typiquement, d'une pathologie à corps de Lévy au sens large. C'est vraiment là qui sert à quelque chose, le DaTscan. Sinon, le diagnostic reste clinique. La polysomnographie, on en a déjà un peu parlé, c'est la levée de cette atonie en sommeil paradoxal. Et là, en bas, vous avez un patient avec MCL où on voit très bien qu'il a plein de mouvements alors qu'il est en sommeil paradoxal, ce qui est absolument anormal. Donc, c'est un marqueur de ces TCSP. La scintigraphie myocardique, on va passer. Et je vais surtout venir vous parler ici du futur, c'est la RT-Quick synucléine. La RT-Quick, c'est un marqueur qui a été développé pour venir chercher cette alpha-synucléine pathologique. Je vous en ai parlé, c'est cette protéine anormale qui s'accumule dans cette maladie. Et elle peut être détectable dans le liquide céphalo-rachidien des patients. Le problème, c'est qu'elle est en tellement petite quantité qu'elle est difficile à détecter. Donc, comment on fait ? On prend un échantillon de LCR de notre patient, donc on fait une ponction lombaire. On le met dans un puits d'analyse, on rajoute de l'alpha-synucléine dite normale qu'on trouve, et on met avec un marqueur de fluorescence d'alpha-synucléine bêta-plissée, donc anormale. Et on va se servir des propriétés de l'alpha-synucléine. Je vous ai dit un peu plus tôt que l'alpha-synucléine pathologique, elle va venir contaminer l'alpha-synucléine saine pour entraîner un défaut de conformation. Donc si le patient a dans son liquide céphalorachidien de l'alpha-synucléine bêta-plissée, elle va venir contaminer l'alpha-synucléine normale et puis on va avoir une fluorescence. D'accord ? Par contre, s'il n'y en a pas dans le liquide céphalorachidien, il ne va pas y avoir d'amplification et donc on n'aura rien. Je ne vous ai pas précisé, pour amplifier, en fait, on fait vibrer les échantillons de manière à accélérer le processus, parce qu'on s'est rendu compte que ça l'accélérait. Donc en gros, ça donne ça. On fait ça 4 fois et à droite, typiquement, vous avez un profil de patient où on a 3 amplifications sur 4, ce qui nous permet de conclure à peu près avec certitude qu'il y a une alpha-synucléine mal conformée chez ce patient, ce qui est très évocateur
d'une maladie associée à des corps de Lévy. C'est un test qui a une très très bonne sensibilité spécificité au stade de démence. Par contre, au stade prodromal léger, la sensibilité est encore un peu faible, mais la spécificité reste plutôt bonne. En tout cas, on le fait en routine maintenant, entre guillemets, à Strasbourg, c'est-à-dire que on le fait chez tous les patients chez qui on suspecte une maladie et chez qui on a fait une ponction lombaire. Et on va dans très peu de temps débuter une étude pour la valider, nous aussi, pour répliquer les résultats qui ont déjà été obtenus ailleurs. Voilà, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet après cette longue introduction et parler de psychiatrie, donc la façon dont on va aborder ces pathologies-là en psychiatrie. Pour la suite de la présentation, je vais uniquement parler de LBD, donc de maladies associées à des corps de Lévy. Et je vais évoquer deux choses, ce sont les symptômes neuropsychiatriques associés à ces maladies-là et les troubles psychiatriques. La différence, c'est la même différence qu'il y a entre une déprime passagère et une dépression caractérisée. Okay, c'est-à-dire que tout le monde peut être déprimé à un moment, mais par contre tout le monde ne fait pas de troubles dépressifs caractérisés, c'est-à-dire une tristesse de l'humeur permanente avec anédonie et retentissement important pendant plus de 2 semaines. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça la différence qu'il y a entre les deux, et je peux avoir les deux associés à la maladie à corps de Lévy. Les symptômes neuropsychiatriques, ce sont les mêmes qui sont associés à toutes les maladies neuroévolutives. Dans la maladie à corps de Lévy, c'est particulièrement les idées délirantes et les hallucinations. C'est pour ça que ce sont des maladies qui sont considérées comme très psychiatriques. Hein. Et ces symptômes-là, ils vont avoir la sale tendance aussi à fluctuer. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, ils peuvent ne plus être là. Et ce qui peut être très gênant quand on va observer le patient aux urgences qu'il n'y a rien et que 2 heures après, il retourne à la maison et qu'il est de nouveau très symptomatique. Voilà les symptômes essentiels, on va les passer en revue un par un, en commençant par les hallucinations. Hallucinations qu'on définit par perception sans objet à percevoir, ça c'est une belle définition de Henriet. Et ces hallucinations, elles vont être essentiellement visuelles dans la maladie à corps de Lévy, sous la forme de personnages, de personnes, des petits-enfants, des personnes qui sont dans la pièce, dont les contours sont un peu flous, d'animaux, d'ombres. Elles sont volontiers favorisées par une baisse de la luminosité ambiante, par une baisse de la vigilance, lorsque le patient est en phase de fluctuation. Elles peuvent aussi être de modalités auditives, comme des bruits, des craquements, des frottements. Elles peuvent aussi être beaucoup plus rarement olfactives, gustatives, et plus rarement aussi acoustico-verbales, c'est-à-dire prendre la forme de voix, comme on peut observer un peu plus typiquement chez les patients avec schizophrénie. Et ces hallucinations-là, quand les patients rentrent dans la maladie par ce symptôme, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que logiquement, on va les envoyer chez le psychiatre. Et si on les envoie chez un psychiatre qui ne connaît pas la maladie à corps de Lévy, il va se dire je vais essayer de le traiter avec des neuroleptiques. Sauf que nos patients ont une hypersensibilité aux neuroleptiques, donc c'est une très mauvaise idée. C'est pour ça que c'est très important de communiquer sur la maladie à corps de Lévy auprès de tout le monde pour qu'elle soit connue et que les collègues sachent repérer ces symptômes-là. Et vous verrez plein de patients qui ont des diagnostics psychiatriques de psychose hallucinatoire chronique, d'hallucinations non spécifiques du sujet âgé, qui ont en fait des LBD et qui ne sont pas pris en charge pour ça correctement. Le délire d'identification concerne aussi les patients avec maladie à corps de Lévy. Il concerne jusqu'à 50% des patients. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit d'un symptôme, ce n'est pas la reconnaissance qui est altérée, mais c'est la familiarité. C'est-à-dire que, typiquement, j'ai un patient, il va reconnaître son épouse, il va dire « Ok, j'ai reconnu mon épouse, mais elle a été remplacée ». Donc c'est la familiarité ici qui est altérée, c'est que je ne suis pas familier avec ce visage, mais je le reconnais. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle le syndrome de Capgras, qui touche jusqu'à 20% des patients avec LBD, qui est très très troublant pour les aidantes, qui va être fluctuant, comme les autres symptômes, et qui peut entraîner des passages à l'acte violents, puisqu'évidemment, si j'ai l'impression que mon épouse a été remplacée, je vais vite être persécuté, en fait. C'est même pas être persécuté, c'est une réaction naturelle, à vrai dire. Donc, il faut bien être conscient de ça et pas hésiter à le rechercher, parce que quand on le recherche, on le trouve.
La dépression, on va parler ici des symptômes dépressifs. Les symptômes dépressifs, donc c'est la tristesse de l'humeur et aussi l'anédonie, c'est-à-dire la difficulté à prendre du plaisir dans des activités dans lesquelles je prends du plaisir habituellement. Ces symptômes-là de dépression, ils vont concerner jusqu'à 3/4 des malades avec LBD, donc c'est très très fréquent. La sévérité de ces symptômes-là est supérieure aux autres maladies neuroévolutives, notamment la maladie d'Alzheimer en fait. Et nos patients avec LBD vont aussi présenter des troubles dépressifs caractérisés, donc cette fois des dépressions franches, avec au moins une fréquence de 20%. C'est-à-dire qu'il y a au moins 20% des patients qui en présentent, et elles sont plus sévères, plus durables et plus difficiles à traiter que dans la maladie d'Alzheimer. Elles ont aussi des caractéristiques cliniques un peu particulières. Elles sont notamment associées à plus d'hallucinations visuelles et de délire, et ce qui fait encore une fois que les patients sont plus souvent adressés en psychiatrie. Toujours la même chose, donc il faut pouvoir les repérer. Et elles ont une caractéristique particulière aussi, ces dépressions, c'est qu'elles peuvent revêtir la forme de ce qu'on appelle la dépression anergique. Anergique, c'est vraiment le patient est incapable d'entreprendre une action, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, il y a vraiment une altération de ce qu'on appelle l'anédonie d'anticipation, c'est-à-dire si là je m'imagine un bon plat que je vais manger à midi, je peux ressentir un peu de plaisir en me disant ça va être chouette. C'est ça qui semble altérer chez ces patients-là, c'est la capacité à se représenter qu'ils vont pouvoir prendre plaisir dans le futur. Et donc, ils restent bloqués sur le présent. Et ça peut vraiment donner une dépression comme ça, où le patient reste couché toute la journée, mais sans dormir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, il n'est pas capable de passer à l'acte et de faire quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle les dépressions anergiques. On a un collègue qui travaille particulièrement là-dessus à Strasbourg, Ludovic Jean-Jean, avec l'équipe du professeur Fouché. Et ils ont l'impression que ces dépressions-là sont plus sensibles à certains traitements, notamment un vieux traitement en psychiatrie, les inhibiteurs de la monoamine oxydase, particulièrement les IMAO-B. Donc ça c'est une donnée assez intéressante que je voulais vous présenter. L'apathie et l'anxiété, elle touche plus ou moins tous les patients, particulièrement l'anxiété. Tout le monde a été anxieux une fois dans sa vie. Mais les troubles anxieux, donc l'anxiété avec un retentissement fonctionnel significatif et un schéma psychopathologique particulier, va aussi toucher beaucoup de patients avec LBD. Cette anxiété, elle est particulière dans le sens où elle est très physique chez les patients. Ils vont vraiment avoir des plaintes somatoformes, une sensation de malaise qui va conduire à des sollicitations répétées. Et dans la littérature, certains auteurs proposent même que ces sollicitations répétées anxieuses chez des patients avec maladie neuroévolutive, ça pourrait être spécifique des LBD. Donc c'est dire à quel point ça peut être envahissant. Et les personnes qui côtoient des malades, je pense, se rendent compte de cette anxiété qui peut être très impressionnante et très difficile à traiter dans certains cas. Les symptômes psychotiques mineurs, je passe très vite, c'est des symptômes qui sont en continuum avec le normal. Typiquement, les patients avec LBD vont avoir l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un dans la pièce alors qu'il n'y a personne. Ils vont avoir l'impression qu'il y a des petites ombres qui passent sur le côté. Ils peuvent avoir l'impression qu'une tache sur le sol est en fait un insecte qui bouge. Tout ça, c'est des phénomènes perceptifs qu'on retrouve très facilement si on les cherche, mais qui entraînent rarement des plaintes. Et pour terminer, les idées délirantes concernent une bonne moitié des patients. Elles vont généralement être à thématique d'infidélité, de jalousie. C'est vraiment les thématiques des délires qui ressortent le plus. Et elles sont associées à une très forte charge affective. C'est-à-dire que nos patients, au moment où ils délirent, généralement, il est très difficile de leur faire prendre du recul, de leur faire critiquer les idées délirantes, alors que quand ils sont à distance, quand ça va un peu mieux, quand il n'y a plus de phase de fluctuation, c'est plus facile. Et encore une fois, si j'ai des patients qui rentrent dans la maladie par ces symptômes psychiatriques-là, les idées délirantes, on va les envoyer voir des psychiatres et on va leur dire « vous avez un trouble délirant persistant, vous avez une schizophrénie tardive, vous avez une psychose hallucinatoire chronique, etc. etc. » Et on va voir tout de suite pourquoi c'est un problème. Maintenant, je vous parle de troubles, donc encore une fois de maladies psychiatriques majeures. Et il y a deux liens entre la LBD et les troubles psychiatriques. C'est que on fait la distinction en psychiatrie de la personne âgée entre troubles anciens et troubles d'apparition tardive. Okay, les troubles psychiatriques anciens, ça peut être une schizophrénie, un trouble dépressif récurrent ou un trouble bipolaire
avec lequel la personne a vieilli. Donc typiquement, quelqu'un qui développe un trouble bipolaire à 25-30 ans et qui, à 60 ans, va faire une LBD. On sait aujourd'hui que le trouble bipolaire, c'est un facteur de risque de maladie à corps de Lévy et de maladie de Parkinson. C'est des données assez récentes, mais donc le trouble bipolaire ancien pourrait être un facteur de risque de LBD. Pour les autres troubles, c'est un peu moins clair. Alors que la dépression d'apparition tardive, c'est-à-dire après 50 ans un premier épisode dépressif, ou bien la schizophrénie d'apparition tardive, après 40 ans une symptomatologie schizophrénique, ça peut être ce qu'on appelle des symptômes prodromaux. Les prodromes, ça veut dire que ce sont des symptômes qui reflètent déjà l'accumulation des corps de Lévy, donc de la physiopathologie, et qui précèdent le diagnostic de la maladie à sa phase d'état. Et on a des entités psychiatriques comme ça qui sont prodromales de la DLBD. On va se pencher un peu plus sur la schizophrénie. Pour la schizophrénie développementale, celle qu'on développe à 20-25 ans, avec toutes les caractéristiques classiques, il n'y a pas de lien clair, ça ne semble pas être un facteur de risque actuellement pour les LBD au sens large. Mais par contre, vous me voyez venir, pour les troubles psychiatriques d'apparition tardive, les troubles psychotiques, on définit deux seuils. La littérature définit les late onset schizophrenia après 40 ans et les very late onset schizophrenia, donc la schizophrénie d'apparition très tardive après 60 ans. Pour les très tardives, très clairement, il semble y avoir un très fort taux d'évolution vers des maladies neurovolutives. Et quand on se penche sur les caractéristiques des patients avec very late onset schizophrenia, on se rend compte que ce sont majoritairement des femmes qui sont isolées socialement, qui ont des problèmes sensoriels, donc des problèmes d'ouïe, des problèmes de vue, et qui ont essentiellement des hallucinations visuelles au premier plan, qui peuvent être multimodales, et on ne retrouve pas chez ces personnes-là de symptômes psychotiques négatifs ou de désorganisation, comme on devrait classiquement le retrouver chez les patients avec schizophrénie développementale. Donc ça ressemble quand même vraiment à des symptômes qu'on peut voir dans la maladie à corps de Lévy et apparentée, et donc il faut être extrêmement vigilant avec ces cas-là, et c'est pour ça que je vous encourage à vous méfier très très fortement du fameux tableau classique français de psychose hallucinatoire chronique. Pour le moment, des PHC, j'ai dû en voir une qui était véritable, mais toutes les autres, j'ai trouvé d'autres diagnostics. Donc vraiment, il faut se méfier de ça, parce que les maladies à corps de Lévy se cachent derrière ça. Pour le trouble bipolaire, je le disais, il y a une association qui est très fortement suspectée avec les LBD et une association plutôt claire avec la maladie de Parkinson. Voilà, je ne vous en dirai pas beaucoup plus parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est des patients chez qui on peut repérer une évolution assez rapide vers des phénotypes Lévy, et qui parfois n'évoluent pas, ce qui est très troublant pour les cliniciens. C'est-à-dire qu'on peut voir des patients de 60 ans qui ont un vieux trouble bipolaire, qui ont quelques caractéristiques qui font évoquer un Lévy, on pose le diagnostic, et en fait, ils n'évoluent pas derrière, ce qui est troublant. Il y a tout un champ de recherche là-dessus actuel. Voilà. La catatonie, j'aurais pas le temps de vous le détailler, sinon on va largement déborder, mais c'était pour vous dire que les patients avec MCL présentent souvent des anomalies du mouvement de type catatonique et qu'elles semblent largement précipitées par les antipsychotiques. Ça, c'est une petite revue de la littérature que j'avais faite. Donc, encore une fois, ne donnez pas d'antipsychotiques à part la clozapine et la quétiapine à ces patients. Et je dis un très rapide mot de thérapeutique. J'ai eu le plaisir de participer à ces recommandations de la DFCM, de la SFGG, de la SF3PA pour la prise en charge des symptômes psychologiques et comportementaux des maladies neurovolutives, particulièrement le groupe Lévy, et donc quelques mots là-dessus. Dans les LBD, il faut absolument traiter ces fluctuations. Elles sont au centre de la maladie. Et le traitement pour ça, ce sont les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, qui ont été déremboursés, vous le savez, il y a quelques années dans la maladie d'Alzheimer, mais dont toutes les données montrent qu'ils sont parfaitement efficaces dans la maladie à corps de Lévy pour les fluctuations, mais aussi de manière non spécifique pour les hallucinations, l'anxiété, l'apathie, les idées délirantes. Donc c'est vraiment le traitement de première intention pour moi. Il faut bien faire un ECG pour vérifier qu'il n'y a pas de bradycardie avant prescription, et s'il y a des troubles de la conduction, demandez au cardiologue si c'est possible d'introduire. Et le gros problème actuel, c'est qu'ils ne sont pas remboursés, ces traitements. Ils peuvent coûter assez cher aux patients, et c'est un problème. C'est un problème parce qu'ils marchent.
Voilà. Autre conseil clinique, marquez systématiquement sur votre ordonnance qu'il y a une contre-indication absolue à tous les antipsychotiques. Moi, ça m'arrive très régulièrement de voir des patients qui sont mis sous antipsychotiques, notamment par des collègues psychiatres qui mettent de l'Abilify. Les psychiatres aiment beaucoup l'Abilify. Et il n'y a pas plus tard que 3 jours, j'ai un patient qui est revenu complètement figé sous 10 mg d'Abilify parce que la collègue psychiatre se disait « mais ce n'est pas un neuroleptique très fort ». Ben si, les patients ne tolèrent pas. Vraiment, c'est une mauvaise idée. Les hallucinations, 2 choses pour les traiter. La première, c'est le retentissement fonctionnel. Est-ce que les hallucinations de mon patient ont un retentissement sur son fonctionnement ? Sinon, il n'y a pas besoin de les traiter. S'il hallucine et qu'il n'y a pas de souci particulier, on ne traite pas, c'est mieux. S'il y a un retentissement important, on peut traiter en premier lieu avec des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Et si elles sont sévères, on vous encourage vraiment à mettre de la clozapine en première intention et à oublier la kétiapine. La kétiapine, c'est plus pratique à prescrire, mais ça ne marche pas vraiment. En tout cas, pas sur les hallucinations. Les données deviennent absolument contradictoires et le niveau de preuve pas vraiment satisfaisant pour prescrire ce traitement. Un traitement qui semble mieux marcher, par contre, mais qui n'est pas disponible largement, c'est la pimavansérin. C'est un traitement qui est disponible en autorisation d'accès compassionnel avec lequel on a une petite expérience à l'UCC et qui, de notre sentiment, marche plutôt très bien. On rentrera là-dedans s'il y a des questions après. La dépression, les recommandations sont calquées sur les prises en charge de la dépression en psychiatrie de la personne âgée générale. Donc il y a 2 molécules à retenir en première intention, c'est la sertraline et la myrtazapine. Mais globalement, le meilleur traitement, c'est celui qui est personnalisé au profil du patient, tout en gardant bien à l'esprit que si j'ai une rigidité parkinsonienne importante, un syndrome parkinsonien important, il ne faut pas hésiter à mettre de la L-Dopa chez nos malades, ou en tout cas des traitements prodopaminergiques pour essayer de traiter cette partie-là qui peut accentuer la dépression. Et si on a des formes de dépression allergique, pas hésiter à traiter en faisant recours à quelqu'un qui s'y connaît pour ça, avec des IMAO. L'apathie, l'anxiété, pareil, les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase en premier lieu, et attention aux antidépresseurs type inhibiteurs de recapture de la sérotonine qui peuvent un peu majorer l'apathie dans certains cas. Ça c'est quelques données qu'on a. Les troubles du comportement en sommeil paradoxal se traitent avec de la mélatonine en libération immédiate, pas prolongée, ça c'est important. Donc il faut faire des préparations magistrales de libération immédiate. On peut monter jusqu'à 12 mg. Et dernier point, le syndrome dysexécutif comportemental ou frontal, j'en parle un tout petit peu parce que dans les recommandations, ils recommandent la paroxétine au même niveau que la sertraline. Je vous encouragerais quand même à être un peu prudent avec la paroxétine. C'est un traitement qui est quand même bien anticholinergique et chez les patients très âgés, fragiles, peut tout à fait majorer des symptômes de confusion. Donc prudence avec ce traitement. Nous, on a plutôt tendance à se servir de la trazodone, qui, pareil, n'est pas disponible de manière sans autorisation d'accès compassionnel, mais qui peut vraiment être efficace. Et de manière globale, faites le ménage dans les ordonnances, parce que ce n'est pas possible d'avoir 2 ou 3 lignes de neuroleptiques, et pourtant, on voit ça très souvent chez nos patients. Dernier mot pour les troubles bipolaires schizophrénie, qui sont anciennes, et chez lesquels il y a une comorbidité LBD, faut les traiter pareil, c'est-à-dire avec du lithium dans les troubles bipolaires, avec de la clozapine dans les schizophrénies. C'est juste qu'il faut pousser la clozapine un peu plus loin chez les patients avec schizophrénie. On ne va pas rester à 25 mg une fois par jour, parce que généralement, ça ne suffit pas pour maîtriser les symptômes. Il ne faut pas hésiter à monitorer, en demander une clozapinémie, ça peut servir. Et je vais passer ça pour m'arrêter là, et puis on traitera le reste dans les questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ta belle présentation. On a un petit peu d'avance même par rapport au timing. Donc on pourra te re-questionner sur des sujets que tu as survolés rapidement. On va enchaîner sur la situation clinique, si tu veux bien maintenant, Olivier. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir la diapositive? En premier lieu, merci beaucoup de cette invitation. Je dois avouer que je suis très heureux d'être là pour cette première grande réunion, parce que je pense réellement que c'est bien la convergence des différents spécialistes qui nous permettra de faire face à ce type de situation.
Qui plus est, ça a été rappelé, situation qui correspond à des files de patients qui n'arrêtent pas d'augmenter. Alors à moi, on m'a demandé non pas du tout de faire une présentation sur les données des travaux qu'on a fait ici, mais simplement faire une simple illustration. Voilà mes liens d'intérêt, qui sont tirés d'une réunion que j'avais fait justement avec les psychiatres à Clermont-de-Loise. Et je pense réellement qu'il y a un très fort avenir dans le domaine. Alors, ici, j'ai beaucoup hésité. D'ailleurs, ça m'a pris finalement, comme toujours, beaucoup plus de temps. Parce que je me suis demandé, on a plein de cas avec des tas de situations qui n'ont pas été très simples. Mais je me suis dit que j'allais vous présenter une histoire vraiment très standard, mais qui illustre bien une situation à laquelle on peut être confronté avec ces patients. Vous voyez, ça date d'avant le Covid, 69 ans, un droitier, niveau scolaire 3, qui est un ancien rugbyman. Au passage, le rugby, vous le savez, ça peut être un peu tonique. Et lui, dans le cadre de 2 traumas, il avait déjà fait, dans le passé, 2 ictus amnésiques, donc purement transitoires. Il allait très bien. Et donc, il vient envoyé par des collègues en raison d'un motif qui est une réduction d'activité, un désintérêt, un retrait chez quelqu'un qui auparavant était assez jovial et très, très partant. Bien sûr, il avait déjà vu d'autres personnes auparavant qui avaient pensé qu'il s'agissait d'une dépression. En fait, 3 ans auparavant, c'est là qu'on a commencé à voir apparaître une petite restriction d'activité. Il était beaucoup moins volontaire, avec moins d'initiative. Et son épouse, qui était très attentive, avait noté quand même que ça ne lui ressemblait pas, ça durait. On parlait de dépression, on parlait de choses qui étaient en rapport avec la restriction, la diminution des activités. Elle y croyait pas trop. Et puis, en fait, en creusant l'interrogatoire, et là, c'est l'importance aussi d'avoir une approche très standardisée chez ces patients, j'apprends que, en fait, pendant la nuit, parce qu'évidemment, s'il est moins actif, il faut aussi se demander comment il dort, il est un peu agité et il peut même pousser des cris. Et son épouse me dit, j'ai même commencé à me reculer un petit peu dans le lit. À l'examen somatique, neurologique somatique, rien de bien particulier, peut-être une très discrète asymétrie de rapidité du membre supérieur gauche. Vous savez, on a des manœuvres dans l'examen qui nous permettent de repérer des choses assez subtiles, mais enfin, on peut trouver ce type de choses sans que, notamment sur la main non dominante, sans que ça ne soit réellement significatif. Un MMS à l'époque parfaitement normal, un petit test de repérage, et un retentissement sur les 4 activités instrumentales quand même qui témoignent, qui n'est pas significatif. C'est 2 activités complexes, limitées au premier palier, donc c'est quelqu'un qui reste quand même autonome, mais ça interpelle de voir déjà cette diminution. Donc il a, comme toujours, un bilan neuropsychologique qui montre un langage en dénomination parfaitement normale, une copie d'une figure complexe, la figure dorée, une figure vraiment très, très difficile, qui est déficitaire. Et ça, c'est un élément qui, dans ce type de tableau, nous interpelle toujours. Il y a aussi, chose qui était complètement passée à la trappe cliniquement, finalement un syndrome amnésique, alors qui n'est pas majeur, et avec un profil d'atteinte du stockage, ce qu'on appelle parfois aussi profil hippocampique, c'est-à-dire que lorsque l'on fait apprendre ces 16 mots dans ce test, eh bien, la personne ne les restitue pas quand on lui dit « rappelez-moi tous les mots », mais en plus quand on lui donne des indices, « ah, il y avait un nom de poisson », on s'attend par exemple, ici le nom de poisson c'est dans mon souvenir sardine, mais je me méfie de ma mémoire aussi. Et là ici il ne le retrouve pas, ce qui veut dire que c'est réellement la trace mnésique elle-même qui pose problème. La mémoire épisodique visuelle est normale. Et on trouve également sur le plan des fonctions exécutives cognitives un ralentissement. Et c'est probablement ce ralentissement, on a des tests qui nous permettent de voir la rapidité, qui explique la réduction de fluence littérale. L'élément le plus important vient d'un questionnaire qu'on avait mis au point et validé et normalisé avec le GREFEX, qui s'appelle l'inventaire du syndrome dysexécutif comportemental, qui montre très clairement une hypoactivité
dans les 3 composants de ce qu'on appelle maintenant l'apathie, qui est le composant moteur, c'est-à-dire la personne a moins d'action dans son quotidien, le composant social, l'interaction avec les autres, qui se met en retrait, et l'aspect plus cognitif, qui témoigne d'un désintérêt, d'une perte d'initiation, d'anticipation vis-à-vis des actions à mener. Et le point important, c'est que contrairement à ce qui a toujours été dit à ce monsieur et à son épouse, c'est qu'en fait, ce n'est pas une bête dépression de la soixantaine. D'ailleurs, l'indicateur MADRS, qui est une échelle qui permet d'évaluer l'intensité des symptômes dépressifs, est tout à fait normal. Autrement dit, à ce stade, on est confronté à un diagnostic de troubles neurocognitifs légers, dysexécutif comportemental. Alors pour ma part, je préfère nettement la terminologie de dysexécutive parce que ça permet d'éviter toute référence à l'anatomie, bien que neurologue. L'anatomie, c'est-à-dire frontale, même si très souvent les 2 terminologies sont employées sans trop distinction. Mais au moins, quand on dit dysexécutif, on sait de quoi on parle. Là, ici, c'est un trouble dysexécutif dans le domaine du comportement, qui est donc associé également, on appelle multidomaine, parce qu'il y a aussi 2 autres perturbations, 3 autres, la rapidité, la mémoire épisodique et puis les aptitudes visio-constructives complexes. Un profil donc qui, il faut le dire tout de suite, est quand même très courant. Il y a des petites spécificités évocatrices, mais il faut savoir que l'hypoactivité avec apathie, c'est le trouble, c'est ce qu'on avait trouvé dans l'étude du GREFEX, dans les cohortes sur, je sais plus, quelque chose comme 800 ou 900 patients. C'est ce qu'il y a de plus fréquent, toute pathologie encéphalique connue. Le ralentissement, c'est dans le domaine des tests, c'est le trouble le plus fréquent. Donc ici, un profil qui certes doit déjà nous faire penser à certaines étiologies, je suis sûr que nous serons tous d'accord, mais qui en fait n'est pas très spécifique. Voilà ici son IRM. Alors sur l'IRM, ce que vous voyez ici, ce sont des anomalies de substances blanches, c'est assez fréquent. Alors en distanciel, ce que je suis en train de montrer, c'est le fait qu'autour des ventricules, vous voyez des petites zones blanches, et également dans les centres ovales, il y a également des petits points blancs à différents endroits. Ce sont des anomalies de substances blanches qui sont gradées, peu importe. Et je le dis aussi parce que c'est parfois considéré, pour peu que le patient soit hypertendu, comme des troubles vasculaires, enfin des anomalies en faveur d'une atteinte vasculaire et donc de troubles cognitifs ou comportementaux vasculaires. Or, en fait, quand on n'a que des anomalies aussi discrètes qu'ici, c'est-à-dire infracentimétriques dans les régions profondes, nous n'avons pas trouvé de lien entre cela et les troubles cognitifs. Par ailleurs, on notera que l'atrophie n'est pas très nette. Si vous regardez la profondeur des sillons ou la dilatation des ventricules, ça reste relativement modeste. On peut regarder la région des vallées sylviennes de part et d'autre, qui sont à peine dilatées, pas autant que ce qu'ont montré nos amis de l'équipe de Strasbourg. Là, voici ici les coupes coronales. Vous voyez un peu mieux, peut-être un peu d'atrophie sur les régions justement parasylviennes et insulaires. Mais enfin, ça reste très modeste. Vous voyez les hippocampes où on voit finalement très peu d'atrophie des hippocampes. Donc finalement, une IRM qui apporte assez peu d'éléments, mais ce qui est bien sûr un indicateur en faveur d'une pathologie neurodégénérative. Donc finalement, on est confronté chez ce patient à des troubles neurocognitifs légers, dysexécutifs, comportementaux multidomaines, progressifs sur 3 ans, avec ce trouble du sommeil si particulier, qui a été donc juste évoqué auparavant, et une progression des troubles et des données d'imagerie qui évoquent une origine neurodégénérative. Et bien sûr, je vous le donne en mille, le diagnostic que l'on évoque dès ce stade, c'est la possibilité d'une maladie à corps de Lévy en forme prodromale, et donc pour laquelle on effectue des explorations complémentaires avec donc le DaTscan qui a été évoqué. Alors vous le voyez ici, vous voyez les 3 coupes sélectionnées. Vous voyez, c'est donc une tomographie d'émission monophysique
photonique où l'échelle de couleur vous indique la captation du radiotraceur, le radiotraceur se fixant sur le transporteur à la dopamine. Et quand ça se fixe moins, ça veut dire qu'il y a une diminution des neurones nigrostriés ou de leur terminaison. Et vous voyez ici, au lieu de voir deux belles virgules, comme nous l'a montré Benoît Chor auparavant, vous voyez ici que la région des putamènes, elle fixe très peu. On a vraiment plutôt deux petits points rouges, on va dire, et pas du tout la belle forme en virgule que l'on devrait observer. Ça témoigne donc d'une dénervation dopaminergique du striatum. Et ça, c'est, face à un patient qui n'a pas de syndrome parkinsonien clinique, un argument très fort en faveur du diagnostic. Alors on a vu que ce patient, il a tendance à crier la nuit et à se débattre un peu, et donc je lui ai fait faire une polysomnographie qui confirme ce qui a également, donc c'est une illustration de ce qui a été présenté par Benoît Chor auparavant, qui confirme les troubles du comportement en sommeil paradoxal, puisque le système qui bloque complètement la transmission des activités corticales vers le système moteur normal en phase de sommeil paradoxal, chez ces patients, dysfonctionne, raison pour laquelle ils agissent leur rêve. Et par ailleurs, parce qu'il a eu la possibilité de participer à un essai thérapeutique, il a eu un PET amyloïde qui est négatif. Précisons que ce patient ne voulait pas entendre parler de ponction lombaire. Il arrive donc, je le revois en septembre 2020, MMS qui diminue à 23, et en l'interrogeant bien, parce que ça ne sortait pas très facilement, il commence à dire « Oui, mais c'est vrai que de temps en temps, j'ai quand même l'impression qu'il y a une ombre dans la pièce, comme s'il y avait une personne qui passait. Je regarde et il n'y a personne. Et quand je fais à nouveau ces mouvements alternatifs qui recherchent, eh bien, on trouve qu'effectivement, toujours du côté gauche, c'est quand même un petit peu diminué. » Donc septembre 2021, contexte très difficile, vous vous rappelez, confinement, donc visioconférence, etc. Là, les hallucinations visuelles deviennent beaucoup plus nettes, et son médecin traitant l'a mis, parce qu'on parlait des psychiatres, mais les médecins généralistes aussi, le met sous tertian. Il faut dire que son épouse est une femme extrêmement attentive, mais extrêmement affectée par la situation de son mari. Visiblement, ça entraîne une dynamique de couple très, très difficile. Et je pense qu'elle avait très très peur de cette situation, ce qui a peut-être aussi favorisé une prescription un peu vigoureuse de la part du patient, qui par ailleurs ne voulait pas non plus entendre parler de traitement anticholinéstérasique. Probablement du fait de l'instauration de ce traitement, alors heureusement, hein, ça a été évoqué, mais les patients avec une maladie à corps de Lévy ont des risques d'atteinte dysautonomique, et les morts subites peuvent entraîner des bas débits très sévères, voire des morts subites. C'est chez eux que ça a été... Donc c'est pour ça que ce qui a été rappelé, c'est très important. Vraiment, l'utilisation des neuroleptiques chez ces patients-là, c'est vraiment une situation où il faut les éviter et bien sûr favoriser les anticholinéstérasiques dont ils ne voulaient pas. Et par ailleurs, classiquement, ces traitements aggravent les troubles cognitifs. Vous voyez, son MMS, en un an, il est passé de 23 à 15, ce qui est une dégringolade énorme. Il est devenu très dépendant. Et là, finalement, il accepte l'introduction d'un traitement. Pour des raisons financières, ça sera le donépésil et non pas le patch de rivastigmine, et de réduire le tertian. En avril 2022, vous voyez, il est sous traitement. Le tertian a été réduit, mais pas arrêté. Diminution des hallucinations, une petite remontée du MMS. Et là, cette fois-ci, il présente un syndrome parkinsonien globalement symétrique avec des signes axiaux. J'arrive à faire arrêter le tertian, c'est un grand combat. Et en juillet 2022, donc, il est sous donépésil et Effexor, il a fait un épisode confusionnel. Et là, maintenant, vous voyez, c'est aussi une des caractéristiques que l'on peut voir chez ces patients, c'est une évolution potentiellement particulièrement rapide, puisque vous voyez, par rapport à 2019, 3 ans après, 2019, troubles cognitifs légers, 3 ans après, troubles de l'orientation topographique, la nuit, quand il se lève pour uriner, il se perd. Son épouse doit se lever pour le ramener à chaque fois dans le lit. Situation donc très difficile, et MMS à 12 à ce moment-là. Bon, je ne vais pas reprendre, parce que je pense que le temps passe, je ne vais pas reprendre toutes les données qui ont été rapportées, mais vous avez ici une des illustrations, je pense, assez caractéristiques
que ce soit sur les modalités d'installation, le profil cognitif, les données cliniques et d'imagerie. Et également, je n'ai pas du tout parlé des choses que nous avions fait sur les troubles attentionnels de ces patients avec des études de temps de réaction qui nous permettent de mesurer les fluctuations. Mais je dirais simplement qu'effectivement, c'est encore plus important actuellement. Vous savez qu'on attend l'arrivée des anti-amyloïdes, on les attend pour la fin de l'année. Enfin, en tout cas, on les espère pour la fin de l'année. Donc, on aura de plus en plus de patients à un stade précoce. Ces patients-là viendront aussi à un stade précoce. Et il est donc très important de faire un diagnostic au stade de troubles neurocognitifs légers, comme lors de la première consultation chez ces patients. Et les biomarqueurs nous y aideront également. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci pour cette présentation très complémentaire de la première. Est-ce qu'il y a déjà dans la salle des questions ou à distance? C'est toujours dur de se lancer sur la première question. Tout le monde vous regarde quand vous levez le doigt, mais il faut oser. Non? Ah, il était caché le doigt. C'est plutôt pour Benoît et pour les traitements. Dans quel cadre, enfin dans quelle situation tu utilises la pimavansérin et la trazodone? Et alors, tu en as parlé rapidement, mais quel est le recul? Parce que nous, on n'utilise pas encore trop, mais on s'est souvent posé la question. Alors, pardon, c'est très fort. La pimavansérin, on l'utilise dans les cas d'hallucinations visuelles ou idées délirantes, donc symptômes psychotiques positifs, chez des patients avec maladie associée à Gordon-Lévy, quand il y a une contre-indication à la clozapine. Typiquement, là, j'ai un patient qui faisait de la chimiothérapie, donc clozapine, on oublie. Voilà, donc pimavansérin. Ou bien, lorsque la clozapine n'a pas été tolérée, ce qui est en réalité pas si rare que ça, parce qu'il faut quand même bien rappeler que la clozapine, c'est une molécule qui est aussi anticholinergique, qui parfois peut entraîner des neutropénies, c'est pour ça qu'il y a une surveillance du bilan biologique, qui peut entraîner des camptocormies. On a très souvent ça sous clozapine, avec des patients qui penchent donc énormément et qui parfois penchent pendant 1 mois alors qu'ils ont eu 2 prises de clozapine. Ça peut être très impressionnant. Donc il nous arrive régulièrement d'arrêter la clozapine, parce que dans l'UCC où je travaille, on a peut-être un biais diagnostique, mais on a quasiment que des malades avec LBD, et ils sont du coup presque tous sous clozapine. Et souvent, on en voit qui ne tolèrent pas, et donc c'est dans ces cadres-là qu'on utilise la pimavansérin. La pimavansérin est la plupart du temps bien tolérée, elle met juste un peu de temps à fonctionner. Il faut au moins un recul de 6 à 9 semaines avant de juger de l'efficacité, voire 12 semaines selon certaines études. Donc c'est très long. Mais plutôt bien toléré, et ce que je vois pour le moment plutôt efficace. Alors évidemment, c'est des données d'expérience personnelle non contrôlées, etc. Mais dans les essais réalisés sur la maladie de Parkinson, puisque c'est dans ce cadre-là qu'ils sont réalisés, dans la démence parkinsonienne, des études montrent que ça fonctionne bien. Donc il reste à voir si c'est aussi le cas dans la maladie à Gordon-Lévy. Mais voilà. Et la trazodone, pardon, j'en ai pas parlé. La trazodone, on l'utilise lorsque les patients présentent un syndrome dysexécutif comportemental et n'ont pas du tout réagi à la paroxétine, ou on n'a pas très envie de leur mettre de la paroxétine pour la charge anticholinergique. Voilà. Elle est de prescription plus facile, je dirais, que la pimavansérin. On commence à 50 mg, on peut augmenter en fonction de la tolérance, qui est la sédation, tous les 7 à 14 jours, je dirais. On peut monter jusqu'à 200-250 mg. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'on fait des miracles avec ça, mais pareil, c'est un biais d'expérience personnelle certainement. Mais je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas une molécule dont on dispose en première intention. Vraiment, vraiment dommage. Parce que la sertraline ne suffit pas souvent, je trouve, lorsqu'on a des patients qui sont très stéréotypés, très écopraxiques, très dans l'utilisation de l'environnement. La trazodone peut mieux fonctionner dans ces cas-là. Voilà. Pour compléter, il y a le délai pour la pimavansérin et le coût. C'est en ATU ou en AC, donc c'est pas financé directement par l'hôpital, c'est qui est remboursé par l'État, mais c'est 200 € la gélule. Donc ça fait 200 € par jour.
Alors, à l'heure actuelle, ça n'a pas d'impact sur les hôpitaux, mais c'est un impact assez certain sur les finances de l'État. Voilà. Donc, le coût est très, très cher. Et en fait, c'est un peu comme les antidépresseurs. On n'a pas l'habitude, avec les antipsychotiques, d'avoir un délai d'action aussi long. Moi, j'ai une expérience qu'on avait partagée. Et ça a commencé à avoir les premiers signes 5 semaines après l'introduction du traitement. Et entre-temps, il y a les personnes qui disent « Mais ça ne marche pas, docteur, arrêtez, ça ne marche pas, docteur, arrêtez. » Je dis « Si, on va continuer. » Et c'est à partir de 5-6 semaines qu'on a eu une amélioration, mais qui n'a pas été totale. C'est-à-dire le patient continuait à avoir des fluctuations. Et il y avait des moments où il était envahi par ces hallucinations, et on avait dû maintenir la clozapine en association, ce qui est encore un truc encore plus rare, parce qu'on n'arrivait pas à monter trop la clozapine du fait des problèmes de tolérance, mais il n'y a qu'une dose en fait. À une pansérine, c'est du 34. Donc voilà. Donc il y a des patients qui ne répondent pas non plus totalement. Il y a quelques études qui montrent aussi des fois qu'il y aurait une baisse d'efficacité dans le temps. Donc c'est pas non plus la panacée. Une autre question peut-être plus clinique. Alors, je vois rien du tout. Oui, il y a un doigt là-bas, un bout de doigt. C'est une main complète. Oui, deux petites questions. En clinique, souvent on utilise, vous n'en avez pas parlé, l'échelle de Mayo Clinique qui nous permet, avec la famille et avec le malade, de qualifier un peu mieux les fluctuations. Est-ce que vous la recommandez en pratique clinique? Et la deuxième question, c'est que on voit souvent des malades qui ont des phénomènes hypnopompiques, c'est-à-dire qu'en fait, qui prolongent au réveil, c'est la famille qui nous le dit, pendant quelques secondes à parfois quelques minutes, leurs rêves. Est-ce que c'est des choses que vous voyez dans votre pratique courante? Est-ce qu'effectivement, il faut les rechercher? Pour la Mayo Clinique, oui, on la fait passer systématiquement à tous nos patients. Donc je recommanderais son utilisation avec un certain degré de prudence dans l'interprétation des réponses. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a, je ne sais pas, un syndrome d'apnée du sommeil pour lequel le patient ne prend pas la pression positive continue, dès lors qu'il y a des traitements très sédatifs, je trouve qu'on peut très très vite manquer de spécificité avec l'échelle de la Mayo Clinique, mais par contre quand il n'y a pas ces comorbidités, ça peut être très intéressant à faire passer. Donc cette échelle-là, il faut rechercher avec le patient et l'aidant s'il y a des périodes de fixité du regard, si le patient dort plus de 2 heures par jour, s'il y a un brouillard cognitif et s'il y a une fatigue même alors que le patient a passé une bonne nuit. Et pour les phénomènes hypnopompiques, c'est des choses qu'on observe cliniquement qui peuvent parfois être, parce qu'on passe souvent par l'interrogatoire du partenaire de lit, de l'aidant, et donc ça peut être difficile parfois de faire la différence avec d'autres phénomènes du sommeil, mais c'est des choses qu'on voit aussi, ouais, tout à fait. Effectivement, alors je crois que la Mayo Clinique, c'est celle qu'on a utilisée et diffusée, je crois que c'est un incontournable, je crois qu'on sera forcément d'accord. En revanche, il est quand même très clair, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Benoît Chor, que dedans, il y a une plus-value très importante à la durée du sommeil diurne, de la sieste diurne. Et effectivement, on a tous les patients qui ont des syndromes d'apnée du sommeil, alors qui peuvent être aussi associés, c'est la difficulté. Et c'est la raison pour laquelle il est très important que la polysomnographie soit faite à un endroit où on sait faire les 2 évaluations. Pas simplement le syndrome d'apnée du sommeil, parce que ça, ils l'ont à peu près partout, mais également la recherche de troubles du comportement, sommeil paradoxal pour le faire. Alors ceci dit, ça reste quand même un peu difficile, le diagnostic des fluctuations. Pour être très clair, soit elles sont franches, pour essayer de s'en sortir, nous, on avait utilisé notre batterie de tests de temps de réaction chez des patients qui avaient une maladie à corps de Lévy, une maladie d'Alzheimer, et différentes pathologies. Et on avait pu montrer qu'effectivement, seuls les patients atteints de maladie à corps de Lévy avaient 2 caractéristiques. La première, c'est une fluctuation des temps de réaction qu'on met bien en évidence avec certains indicateurs. Et d'autre part, donc ces fluctuations de temps de réaction sont liées
aussi aux fluctuations cognitives. Et ça marche beaucoup mieux que quelque chose qu'on utilise souvent, qui est de se dire « Ah bah tiens, le MMS, il est passé de 18 à 22 en 2-3 fois. » Ça, on se dit des fois que c'est des fluctuations, ça peut, mais ça peut être beaucoup de choses. Donc, les temps de réaction peuvent être une solution. Et la deuxième chose, c'est que ça, c'est pas directement lié aux fluctuations, mais quand même, c'est que dedans, on avait un test qu'on appelle le test d'inspection visuelle, où on flash très brièvement, avec des durées variables, sur l'écran, 2 petites barres verticales, et dont une est plus courte que l'autre. Et la personne doit dire laquelle est la plus courte. Et on a été très surpris, parce qu'au tout début, quand on a utilisé ce test, qu'on utilisait dans les AVC, etc., dans les scléroses en plaques, les patients avec les atteintes à corps de Lévy, ils regardaient l'écran, ils disaient « mais j'ai rien vu ». Alors on se dit le premier, etc. Mais en fait, finalement, l'ensemble des patients qu'on a passés ici, puis on a participé à un PHRC avec nos amis de Rouen, à l'époque, David Maltête, qui avait dit nous, ça nous intéresse votre batterie, on va la passer pour régler, pour regarder justement si les paramètres de stimulation qu'on emploie dans un essai de phase 1 contre la maladie des corps de Lévy peuvent pas justement être utilisés, peuvent pas utiliser ces indicateurs. Et ils m'ont rappelé en disant mais ils voient rien là avec le test, et à tel point qu'on y a été et j'ai été modifier les paramètres. Effectivement, donc il y a cet indicateur là aussi. Bon, la seule chose, c'est que utiliser des tests de temps de réaction, c'est pas très. Autant les batteries cliniques, tout le monde les utilise. Les batteries de tests de temps de réaction, bon, c'est plus ou moins facile. Mais en tout cas, ça serait sûrement une solution. Ce d'autant que ce petit test-là de temps d'inspection visuelle, il était directement corrélé aux hallucinations visuelles. Et là, ça amène à une question, et c'est super parce qu'on a plein de psychiatres, c'est justement qu'est-ce que nous apprend la maladie des corps de Lévy de ces mécanismes qui font apparaître des éléments d'hallucination, de délire, qu'habituellement on considère comme des constructions psychogènes, et là qui manifestement surviennent dans le contexte de lésion cérébrale. Là, il y a un domaine qui est absolument passionnant aussi. Ok. J'avais un complément par rapport aux hallucinations que tu décris. Moi, je trouve dans mon expérience que, en fait, il y a un moment donné où ils commencent à en parler. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont commencé à ce moment-là. Très souvent, elles ont commencé avant. Je peux prendre l'exemple que j'ai déjà peut-être pris pour certains d'entre vous, une dame que j'avais vue sur un créneau qui s'était libéré, donc je l'ai vue assez tôt par rapport aux symptômes. C'est une dame qui était venue avec son mari et qui était venue parce qu'en fait, elle était dans sa maison de campagne à distance de Lille et elle avait vu au fond du jardin, un grand jardin, quelque chose qui ressemblait à un gremlins. Gentil bébête, sympa, avec poilu, voilà. Un gremlins, plusieurs gremlins même. Et donc, elle était terrorisée. Elle avait demandé à son mari de revenir vite à Lille. Et à Lille, ça s'était calmé. Voilà, il n'y a plus de gremlins à Lille. Plus propre. Et donc, je l'ai vu en consultation. C'était une semaine après, en fait, ces événements. Il n'y avait pas eu d'autres événements, en fait, depuis. Et donc, je la vois, je discute un petit peu. Puis après, je fais rentrer son mari dans un deuxième temps. Donc, elle décrit avec précision ces bébêtes. Puis à un moment donné, je dis, mais c'est la première fois que vous en voyez ? Ah non, ça fait 2 ans que j'en vois, mais c'était mignon. Voilà, en fait, donc, je pense qu'à un moment donné, ils commencent à en parler parce qu'ils n'ont plus la capacité de les critiquer aussi facilement, mais les critiquent quand même, mais pas totalement. C'est un entre-deux. Et je vais donner un autre exemple, tu pourras compléter par rapport à ton expérience. C'est une dame qui était une religieuse qui voyait en fait au premier étage de sa maison de retraite défiler la garde suisse du pape. Elle cherchait pourquoi, avec la musique, les flonflons, tout, voilà. Et elle disait, docteur, je sais bien que c'est pas possible, je suis au premier étage de maison de retraite. Mais venez voir, c'est super joli. Voilà, donc cet entre-deux me paraît des signes très très précoces en fait. Et c'est dire que, enfin, je sais pas si tu peux compléter un petit peu par rapport à l'expérience, mais c'est pas parce que les symptômes apparaissent
qu'ils sont commencés ce jour-là. Non, mais entièrement d'accord, surtout que, c'est ce que je disais sur les psychoses hallucinatoires chroniques, les maladies à corps de Lévy peuvent avoir des hallucinations multimodales, comme ce que tu viens de décrire, très impressionnantes, et c'est pas pour autant qu'il s'agit obligatoirement de troubles psychiatriques, quoi. Enfin, c'est une manifestation psychiatrique, mais c'est sur une maladie à corps de Lévy, et ça peut être très troublant sur les formes qu'on voit à début psychiatrique. J'avais un patient, moi, comme ça, qui voyait son frère chauffeur de taxi dans le service, et il me disait exactement la même chose, mais c'est pas possible, pourquoi il est dans le service, ça n'a aucun sens, mais il était là. Et pourquoi il vient pas me parler? Ouais, voilà, c'est vraiment un entre-deux. C'est très bizarre. Ça peut parfois être beaucoup plus mal vécu par les patients. On avait une patiente qui voyait des ombres fantomatiques très impressionnantes et qui lui faisaient très peur et qu'elle n'était pas capable de critiquer. Pour le coup, elle disait vraiment, il y a des fantômes, ils sont là, ils vont m'attraper. Et là, c'était beaucoup plus anxiogène. Donc, il n'y a pas forcément ce détachement vis-à-vis des hallucinations. Et une chose qui m'intrigue, moi, c'est les hallucinations de deuil aussi, qui peuvent être, j'ai l'impression, un mode d'entrée dans la pathologie. Alors c'est toujours très compliqué parce que c'est un phénomène qui peut être tout à fait normal pendant un certain temps, mais quand elle persiste, je ne sais pas, au bout d'1 an, c'est complètement arbitraire. Je pense qu'il faut se poser la question d'une maladie neuroévolutive associée parce que c'est bizarre. C'est bizarre que ça persiste aussi longtemps. Je ne sais pas si c'est un phénomène qui a été très exploré par rapport aux maladies neuroévolutives, mais je trouve ça intéressant. Une autre question dans la salle? Vas-y. Oui, on a une petite question en ligne. Alors, ce n'est pas une question très technique, c'est juste pour savoir, messieurs, si vos diaporamas seraient mis à disposition des participants. Oui, aucun souci, ouais. Ben, merci pour les gens en visioconférence. Ok. Pour compléter sur les hallucinations, en fait, j'ai l'impression qu'ils en parlent d'autant plus qu'ils leur font peur. Mon exemple de Gremlins explique, voilà, parce qu'il y a des fois, ils décrivent des gens, des enfants, des animaux. Des fois, ils prennent leur canne pour voir ce que c'est, puis pouf, ça fait comme une bulle qui explose. Enfin, c'est ce qu'ils décrivent. Voilà. Donc ça, en général, ces enfants, juste comme ça, ils vont pas trop vite en parler. Voilà. Par contre, si c'est quelqu'un qui dort dans leur lit, ça les embête parce que souvent ils vont dormir dans le canapé. Donc c'est souvent comme ça qu'on se rend compte qu'il y a des hallucinations. Ils n'en parlent pas automatiquement. Et puis des fois c'est des pendus sur une tringle à rideau, enfin des choses beaucoup plus violentes. Donc il y a une hétérogénéité des hallucinations que tu retrouves probablement. Ouais, entièrement d'accord. Et les enfants, par contre, c'est quelque chose d'assez stéréotypé. Je suis assez d'accord. Et c'est même un de mes modes de questionnement un peu détourné des hallucinations visuelles associées à ces pathologies-là. Je demande si les personnes ont eu des visites d'enfants, alors que je sais très bien qu'elles sont seules ou bien qu'il n'est pas supposé avoir d'enfants chez elles. Et ouais, ça permet de faire le lien. Et oui, c'est des hallucinations qui sont très hétérogènes. C'est-à-dire qu'on a fait la description classique des enfants, des ombres, des animaux, mais ça peut prendre plein d'autres formes. Sauf peut-être l'exception, là on n'est plus dans le visuel, les hallucinations acoustico-verbales semblent vraiment moins rentrer dans le cadre des maladies à corps de Lévy, même si il m'est arrivé d'en voir. Et là où ça devient plus complexe, je trouve, c'est chez les patients qui ont une schizophrénie antérieure et à qui on diagnostique une maladie à corps de Lévy. J'ai eu quelques cas comme ça. Et ce qui nous a permis de faire le diagnostic de manière intéressante, c'est un changement de la modalité des hallucinations. C'est-à-dire que c'est des patients qui antérieurement avaient des hallucinations résiduelles acoustico-verbales, de temps à autre auditives, et ils sont mis à développer des hallucinations visuelles, résiduelles, parfois un peu complexes, en plus des autres caractéristiques déjà évoquées. C'était le cas du patient avec son chauffeur de taxi, là dont je parlais. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire une analyse un peu précise de ces hallucinations, voir si elles sont résiduelles, voir quand elles se manifestent, et effectivement essayer de rechercher si elles étaient déjà là avant. Ouais. Une question là? Peut-être pas mal. Juste là. Je vais faire une dernière question sur... Et par rapport à... Pardon. Par rapport à ces hallucinations visuelles, justement, parce que moi j'ai un patient, je ne sais pas s'il est à corps de Lévy ou pas, mais patient schizophrène de longue date, schizophrénie développementale, et qui du coup décrivait en maison de retraite des hallucinations visuelles par période, pas tout le temps.
Il y avait notamment un enfant qui dormait dans son lit et de ce fait, il ne voulait pas aller se coucher dans son lit, donc il dormait sur un fauteuil. Des gens derrière la fenêtre, parfois c'était plus des petits monstres, enfin voilà, ça dépendait. Et il disait que par moment, en fait, elles étaient moins présentes. Par moment, le simple fait de bouger le rideau devant la fenêtre suffisait à les faire partir. Ça, c'est assez caractéristique aussi. Ça pourrait vraiment le faire évoquer, et dans ce cas-là, oui, j'irais vraiment rechercher les autres caractéristiques potentiellement associées à la maladie à Cordes-Lévy pour voir si le patient n'a pas une maladie à Cordes-Lévy surrajoutée. Parce qu'encore une fois, la modalité de traitement de ces hallucinations ne sera pas la même. Ce ne sera pas mettre des antipsychotiques qu'il a peut-être déjà d'ailleurs. Et dans ces cas-là, c'est un peu compliqué puisqu'il ne faut pas non plus les sevrer brutalement d'un traitement antipsychotique pris de longue durée, ça c'est clair. Mais par contre, rajouter un inhibiteur de l'acétylcholinestérase pourrait avoir du sens si effectivement on retrouve une maladie à Cordes-Lévy associée chez ce malade. Donc clairement, ouais, il faut aller le rechercher, particulièrement s'il n'avait pas d'hallucination visuelle à l'époque. C'est vraiment ça qui nous permet de faire le distinguo. Parce que vous le savez, la schizophrénie, c'est une pathologie qui est très hétérogène. Il y a énormément de façons de l'exprimer. Et donc, tous les patients n'ont pas eu des hallucinations visuelles. En fait, c'est même plutôt pas fréquent pour les personnes schizophrènes d'avoir des hallucinations visuelles. Il y a Olivier qui voulait compléter sur un autre sujet. Ah, pardon, je n'ai pas vu. Je voulais juste savoir par rapport aux hallucinations, enfin vous en avez décrites plusieurs types. Du coup, dans la graduation, c'est vrai que le cas du pendu est quand même très anxiogène, mais sinon juste un enfant derrière le rideau ou quelqu'un qui dort dans son lit et on dort dans le fauteuil, est-ce que du coup ça nécessite une prise en charge thérapeutique, ou est-ce que finalement si le patient le vit bien et s'il adapte son mode de vie autour de la présence de cette hallucination, on peut la laisser telle qu'elle en fait. Parce que c'est vrai que les soignants souvent paniquent dès qu'il y a une hallucination. Alors, quelque chose qui change le comportement en fait. S'il s'agit d'une personne qui est en institution, je pense que s'il n'y a pas de retentissement, notamment d'anxiété forte ou de dépression ou de repli ou d'agressivité en lien avec ces phénomènes-là, je dirais qu'il ne faut pas les traiter, non, puisqu'on est toujours dans le rapport bénéfice-risque et donc il y a toujours un risque à introduire un traitement. Donc non. Par contre, si ces phénomènes-là sont extrêmement anxiogènes, l'image du pendu, là oui, il apparaît qu'il faudrait plutôt les traiter. L'important étant de s'accorder avec le patient. Et essayer potentiellement de dire au patient que ça peut être des phénomènes perceptifs que lui perçoit, mais pas forcément l'entourage. Alors, faut voir faut voir quel terrain d'entente on arrive à trouver avec la personne là-dessus, mais je dirais que non, s'il n'y a pas de retentissement, on ne traite pas. Oui, même s'il a pu cet esprit critique, il faut quand même essayer de lui expliquer que c'est pas censé être normal et que du coup le traitement pourrait l'accompagner à mieux gérer ces situations. C'est une question complexe, ça dépend comment on le formule, quoi. C'est-à-dire que la personne n'a vraiment aucun recul sur le fait que ça peut avoir des hallucinations. On peut essayer de lui introduire le fait que moi là je les vois pas, ou en tout cas je les perçois pas. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Aller peut-être lui dire frontalement non, c'est pas normal, c'est pas la même chose. Je pense qu'il faut partir de son expérience à soi et essayer de trouver un terrain avec le patient où on puisse discuter, mais peut-être pas venir dire au patient ça n'est pas réel, vous ne l'avez pas vu. Ça par contre, ce serait nier l'expérience du patient, ce qui est différent. Je m'égare peut-être un peu. Ouais. On va devoir tenir dans le timing. Juste une remarque peut-être, parce qu'on a beaucoup parlé des entrées via les hallucinations de Lewy. Tu en as parlé aussi, il peut y avoir d'autres modes d'entrée qui ne sont pas toujours associés à des hallucinations. Par exemple, des idées délirantes, des dépressions, les hallucinations ne sont pas non plus systématiquement présentes dans un Lewy. Ah non, pas du tout. Donc ça, c'est peut-être un élément important à préciser. On retrouve des phénomènes visuels primaires dans, il me semble, 80% des cas, mais par contre, ce n'est pas systématique. On peut retrouver des formes très délirantes, qu'on qualifierait en psychiatrie de troubles délirants persistants, typiquement de schizophrénie tardive, et donc il faut être très attentif. Et les dépressions, j'en ai un peu parlé, mais ça reste, je pense, le mode d'entrée majoritaire. Quand même. Voilà, et juste une dernière remarque que voulait faire le professeur Godefroy, c'est les intrications entre les troubles sensoriels et les hallucinations. Il y a l'impression que le fait d'avoir des troubles sensoriels, ça peut faciliter un début plus précoce en fait, de l'expression des hallucinations ou le syndrome de Charles-Bonnet, des choses comme ça qui peuvent être évoquées. Puis après, on conclura. Oui, effectivement, on est en train de
de parler de toute une situation d'interface entre des pathologies, on va dire, plus classiques de la neurologie et des formes très psychiatriques. Et ça peut être, ça reste quand même des situations assez difficiles. Il y a un phénomène dont on n'a pas parlé, puisque j'entends qu'on évoque différentes modalités concernant les phénomènes hallucinatoires. C'est un classique phénomène qui s'appelle le phénomène de Charles Bonnet, chez les personnes qui ont donc une réduction d'une capacité sensorielle, typiquement visuelle ou auditive, le fait d'avoir des manifestations hallucinatoires. Moi, je dois avouer que quand j'ai entendu parler de ça, et on en voit aussi dans les consultations mémoire, j'ai pas pensé que ça puisse survenir chez quelqu'un qui n'avait aucune perturbation cognitive. Et je dois avouer que quand même, dans certains cas, on les a suivis. Alors, il y a un autre élément aussi qu'on n'a pas abordé, très pratique, c'est combien de temps suit-on ces patients avant de considérer qu'il y a un trouble cognitif qui est en train de s'installer avec tous les autres éléments qui vont conduire au diagnostic de la maladie à Cordes-Lévy ou d'une autre, d'ailleurs, parce que là on parle de celle-là, mais il y a aussi des encéphalites auto-immunes et toute une série de pathologies qui peuvent survenir. Et je dois avouer que j'ai beaucoup hésité à vous présenter un premier cas auquel on avait été confronté. C'est une patiente qui est arrivée et qui disait « Ouais, vous savez, moi, on m'apporte mon repas, mais je sais, ils me mettent des trucs dedans. » Et son médecin m'avait dit « Mais il y a un truc. » Et cette dame venait toujours seule, mais cognitivement, elle était parfaite. Deuxième année, on va voir. C'est à la 5e année seulement que les éléments cognitifs sont apparus sur le bilan. Et à l'époque, on n'avait pas toute une série d'indicateurs que l'on a maintenant et que l'on peut utiliser. Donc, il y a effectivement, probablement, il est très important de pouvoir les suivre avec un bilan neuropsychologique répété pendant, moi je donne au moins 5 ans. Et pour Charles Bonnet, c'est là où je reviens, ce phénomène, je dois avouer que pour avoir suivi alors, un certain nombre de patients clairement développer cette maladie, mais je dois avouer qu'il y en a un certain nombre que je suis depuis 6, 7, 8 ans, et finalement, il n'y a rien d'autre qui est apparu que cette hallucination qui me laisse à penser donc que finalement, ce phénomène de Charles Bonnet, il doit exister en tant que tel. Je ne sais pas si c'est l'expérience générale, mais... On va devoir arrêter là. Oui, je vais devoir désolé. trop du temps. Un grand merci pour les interventions. On pensait avoir trop de temps pour les questions. En fait, on n'en a pas eu assez. Un grand merci aux deux intervenants et aux questions. Bon, désolé pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions. Et on reprend... Donc on reprend à 20. Là, il y a un petit temps de pause. Vous allez pouvoir voir les posters. Allez voir les posters et notez-les. 1, 2, 3, c'est simple. Voilà. Merci beaucoup.